Vous avez travaillé pendant 10, 20, parfois 30 ans pour construire votre patrimoine. Mais si quelque chose vous arrivait cette nuit, votre conjoint saurait-elle exactement quoi faire? Où sont vos documents importants? Que deviendraient vos biens, votre entreprise, vos comptes bancaires? Et surtout, vos intentions seraient-elles respectées? Eh bien, j'ai posé cette question et bien d'autres à Maître Jean-Claude Niamien, notaire et deuxième vice-président de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire, dans le cadre de notre émission Patrimoine 365 Live. Certaines de ces réponses pourraient changer votre façon de préparer l'avenir de votre famille. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Regardez cette conversation jusqu'au bout. On n'attend pas quand on a un certain âge pour dire, bon, je vais à la retraite. Bien souvent, les gens se disent, quand je vais aller à la retraite, je vais commencer à réfléchir à ces choses-là. Malheureusement, tout le monde ne va pas à la retraite. À partir du moment où vous avez un patrimoine, à partir du moment où vous avez des enfants et un conjoint, vous pensez à la transmission. L'homme sage, quand il voit l'horizon qui s'assombrit, il sait que la pluie arrive. Par contre, l'enfant, il va dire, papa, je n'ai pas encore vu la pluie, j'attends la pluie. Mais l'homme sage, il a vu les signes, il sait que la pluie arrive. Donc préparer sa succession, c'est vraiment faire preuve d'amour aussi envers sa famille. À partir de quel moment une personne devrait-elle commencer à réfléchir à sa succession? À partir du moment où on a commencé à bâtir un patrimoine, on a des enfants, on a un conjoint, en ce moment-là, il faut commencer à réfléchir. Si je ne suis pas là, comment les autres vont continuer la vie? Qu'est-ce que la loi prévoit naturellement d'abord pour le conjoint? Parce que je pense qu'il y a souvent une très grande confusion dans le patrimoine. Est-ce que c'est le chef de famille qui dispose de l'ensemble du patrimoine? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières quand quelqu'un est marié, par exemple, sur la communauté des biens ou sur la communauté des acquis, par exemple? Ah, quand son mari est décédé, elle a récupéré tous les biens. Non, elle n'a pas récupéré tous les biens. Elle a récupéré ce que la loi lui donnait. C'est-à-dire, si c'était sur le régime de la communauté, la moitié de la communauté, ensuite, les 25% de la succession. Elle n'a pas récupéré tous les biens, elle a récupéré ce que la loi lui donnait. Vous êtes marié milliardaire, vous vivez au Golfe, à Beverly Hills, à son décès, je suis désolé, vous n'allez pas aller vivre derrière, à Bobo derrière. Quoique ceux qui y vivent aussi sont très honorables, mais je veux dire, par les moyens que vous avez, ce n'est pas concevable que vous ayez vécu au Golfe. Vous êtes déplacé dans des grosses voitures et puis au décès de l'époux, on vous dit, madame, rentrez chez vous avec votre carnet de mariage et vous avez plus droit à quelque chose. Non. La loi a corrigé cela. Alors, maître, pour commencer, dans ta pratique notariale, pourquoi constates-tu autant de tensions et de conflits après un décès? Merci. Alors, c'est vrai que au bout de 22 ans, 21 ans de pratique, on a vu beaucoup de choses. Je vais vous parler simplement, pas avec des termes de juriste, mais de telle sorte qu'en tant que chef de famille, chef d'entreprise, vous puissiez avoir une compréhension simple et la bonne compréhension pour prendre des décisions. Donc, ne vous attendez pas à ce que je commence à vous citer des articles de loi, etc. Mais on va faire véritablement simple, mais de façon pratique. Alors, pourquoi il y a autant, c'est ça, Autant de conflits, oui. Autant de conflits après les décès? Oui. Après les décès. Je dirais tout simplement parce que les parents ou le chef de famille n'a pas préparé après lui. C'est vrai que c'est une coutume africaine de ne pas préparer sa succession. Mais on est dans un monde aujourd'hui où si vous ne préparez pas après vous, vous aurez malheureusement et bien souvent l'échec du travail de toute une vie. Donc il faut se préparer.
Se préparer ne veut pas dire préparer sa mort. C'est ça la différence. Préparer sa succession ne veut pas dire préparer sa mort. Donc il faut bien faire la différence. L'homme sage, quand il voit le vent venir, il voit l'horizon qui s'assombrit, il sait que la pluie arrive. Par contre, l'enfant, il va dire, papa, je n'ai pas encore vu la pluie, j'attends la pluie. Mais l'homme sage, il a vu les signes, il sait que la pluie arrive. Donc, préparer sa succession, c'est vraiment faire preuve d'amour aussi envers sa famille. Très bien, maître. Merci pour cette belle introduction. Alors, l'homme sage voit la pluie arriver. Il perçoit même dès qu'il y a le nuage qui s'assombrit. Donc, maintenant, quand on n'a pas pu percevoir ces nuages-là, quelles sont les erreurs fréquentes que tu observes lorsque les familles n'ont pas préparé la transmission de leur patrimoine? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Je dirais la première erreur, c'est la dispersion du patrimoine. Ça, c'est la première erreur. La dispersion du patrimoine, quelquefois même le dépérissement de l'entreprise et des déchirures de familles terribles. C'est ça. C'était trois choses. La dispersion du patrimoine, les déchirures de famille et puis, bien souvent, malheureusement, le dépérissement de l'entreprise que la personne a mis tant d'années à bâtir. C'est les erreurs souvent qu'on rencontre. Alors, je pense que les deux éléments commencent à être liés. On n'arrive pas à anticiper, on n'est pas préparé, et donc c'est comme si on était un chef de famille qui n'a pas forcément pris toute l'ampleur de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de son rôle, vis-à-vis de sa famille, n'est-ce pas, dans son rôle de chef de famille. C'est un peu comme si la plupart du temps, ce départ-là nous surprenait. La question que j'aimerais poser aux hommes, ceux qui sont là, à partir de quel moment une personne devrait-elle commencer à réfléchir à sa succession? À partir du moment où il a commencé à avoir un patrimoine, parce que on ne transmet que ce qu'on a. Si vous n'avez pas de patrimoine, bon. Donc, à partir du moment où on a commencé à avoir un patrimoine, à partir du moment où on a commencé à avoir aussi des enfants, on a un conjoint. Alors, vous allez voir souvent, je vais plutôt dire un conjoint, c'est-à-dire me mettre dans la position d'un homme, mais ça ne veut pas dire aussi que ce n'est pas valable aussi pour les femmes. Mais dans la pratique, en général, c'est l'homme qui parle le premier. Et c'est mieux ainsi. Donc, à partir du moment où on a commencé à bâtir un patrimoine, on a des enfants, on a un conjoint, en ce moment-là, il faut commencer à réfléchir. Si je ne suis pas là, comment les autres vont continuer la vie? Parce que la vie est belle, mais la vie, heureusement d'ailleurs, on ne sait pas quand elle s'arrête. On n'attend pas quand on a un certain âge pour dire, bon, je vais à la retraite. Bien souvent, les gens se disent, quand je vais aller à la retraite, je vais commencer à réfléchir à ces choses-là. Malheureusement, tout le monde ne va pas à la retraite. Un chef de famille, un chef d'entreprise peut aller dans la fleur de l'âge. C'est pour ça que j'ai dit ces deux choses. À partir du moment où vous avez un patrimoine, à partir du moment où vous avez des enfants et un conjoint, vous pensez à la transmission. Ok, très bien. Donc, on comprend très bien, si on a un tout petit élément de patrimoine, même un seul terrain, même un seul bien, et surtout si on a des dépendants, si on a un conjoint, si on a des enfants, ça veut dire qu'il faut déjà commencer à y penser. Ça laisse comprendre que même à 30 ans, si on est marié, on doit déjà commencer. Est-ce que c'est bien ça, maître? Ben oui, parce que on peut avoir 30 ans et puis être millionnaire. Oui. Voilà. Oui. Donc, si on a un patrimoine, si on a une personne, un conjoint, des personnes dépendantes, c'est déjà le déclencheur. Donc, ce n'est pas l'âge qui est le déclencheur en réalité, ce que je comprends. Alors, maintenant, il y a un point de vue assez populaire, n'est-ce pas? On voit des grandes fortunes. Bon, on ne va pas citer la Côte d'Ivoire, le président Oufoué, depuis qu'il est parti, les successeurs se battent. Au Cameroun, la succession Foto Victor, tous ces grands milliardaires qui se battent et on se demande est-ce qu'il avait un testament ou pas. La question, ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce que le testament est réservé seulement aux personnes très fortunées ou bien justement à tout chef de famille? Le testament en lui-même permet de transmettre ses biens
à ses ayants droit ou à toute autre personne, selon ce que la loi, selon la limitation de la loi. Ouais. Donc le testament permet de sortir du cadre légal, parce qu'il y a le régime de droit commun en matière de succession, et le testament permet de déroger à ce régime de droit commun. Je vous illustre cela. La loi dit, en cas de décès, vos enfants sont vos héritiers à part égale. C'est-à-dire, si vous avez 3 enfants, vos biens seront divisés en 3 parties égales. Il n'y a pas de prééminence de l'aîné sur les autres. Le testament va vous permettre de déroger à cette règle. C'est-à-dire, au lieu de diviser votre patrimoine en 3 parts égales, vous allez le diviser en 3 parts inégales selon votre désir et la situation de chaque enfant. Peut-être que vous avez un aîné qui travaille déjà, il gagne bien sa vie, et puis vous avez un enfant qui est mineur. Donc, ça vous permet de faire une répartition en tenant compte de toute cette situation-là. Ça permet aussi de prévoir aussi quelque chose pour ceux-mêmes, tout en restant dans la quotité que la loi dit, qui ne sont pas vos enfants. Si vous avez des parents, des pères et mères qui vivent encore, vous pouvez prévoir quelque chose pour eux. Mais si vous ne l'avez pas prévu pour eux, que vous laissez le droit commun s'appliquer, c'est uniquement vos enfants qui vont hériter de tous vos biens. Et sociologiquement, vous savez qu'en général, on s'occupe des parents âgés qui vivent au village, ou bien même de tantes, et donc, etc. Mais on compte sur vous. Quand il y a un funérail, c'est vous qui décantez ces situations-là. Et vous n'êtes plus là. Vous n'avez pas prévu quelque chose. La plantation que vous avez faite au village, les enfants vont aller récupérer cette plantation, et puis les parents, ils sont là. L'amour fraternel ou paternel n'est pas la chose la mieux partagée de nos générations. Hein. Alors souvent, les enfants récupèrent, ils vendent ce qu'ils peuvent vendre, parce qu'ils ne vont pas au village. Ils vendent les plantations, et puis, bon, ils vivent à Abidjan ou même à l'extérieur du pays. Et vos parents, ils vivent dans la misère. Alors que c'est eux qui vous ont mis au monde. C'est vous qui vous occupiez d'eux. Donc le testament permet de régler ces petits problèmes-là, qui sont des problèmes de famille. Ça m'amène à ouvrir notre champ de complexité. Là, on est dans un contexte maintenant très africain, dans nos réalités africaines, où on a le père, la mère, les enfants, et la famille élargie. Où le père est en réalité le soutien aussi de la famille élargie. Dans la pratique, on a souvent vu, dans des cas où le chef de famille s'en va, que des parents essaient de mettre la main sur le patrimoine. Donc, dans un cas, les dispositions peuvent peut-être permettre aux ayants droit direct de pouvoir le faire sans prendre en compte la famille, mais dans d'autres cas, dans la pratique, on voit que certaines familles mettent la main sur le patrimoine. À quoi est-ce que cela est dû? Et surtout, comment protéger ses ayants droit, protéger son conjoint, ses enfants, et peut-être en gardant à l'esprit aussi ce contexte africain? Alors, comme je l'ai dit, la loi dit quels sont les héritiers d'une personne. Malheureusement, les familles savent ce que la loi dit, mais estiment que les biens sont un patrimoine commun de la famille. C'est-à-dire le chef de famille, qu'eux, ils ont aidé à l'école, qui a bâti une fortune, ils estiment que ça n'appartient pas uniquement à sa famille, c'est-à-dire sa famille nucléaire, sa femme et ses enfants, mais ils estiment qu'il y a un devoir moral envers la communauté. Et ils estiment qu'en ce moment-là, ils ont droit à quelque chose. Mais ce n'est pas ce que la loi dit. Donc, même s'ils le font, la personne peut toujours, les enfants et l'épouse peuvent toujours récupérer ces biens-là en saisissant les juridictions compétentes pour entrer dans leurs droits. Donc ça, la loi protège déjà. Il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. La loi protège déjà cette situation-là. Alors, tu as parlé de situation sociologique. Oui. Et je vais rebondir sur ça parce que chacun de nous a cette situation sociologique-là. Il y a sa famille nucléaire et puis il y a la famille élargie donc qui s'en occupe. Il faut en général anticiper ces problèmes-là dans la répartition de son patrimoine.
c'est-à-dire laisser quelque chose. Même si la loi ne prévoit pas, effectivement, la loi, je ne dis pas que la loi le prévoit. Non, la loi dit si vous avez des enfants, ils héritent entièrement de votre patrimoine. Bien sûr, si vous avez un conjoint, le régime matrimonial va jouer. Mais si vous avez des enfants, ils vont hériter de votre patrimoine. Mais sociologiquement, vous avez des parents. Et les parents, ce n'est pas simplement le père et la mère. C'est peut-être une tante chez qui on allait à l'école, qui nous a éduqués jusqu'à ce qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. C'est peut-être un oncle chez qui on est resté à l'école pendant des années, qui a participé aussi aux charges. C'est des situations de famille. Donc, c'est à chacun de gérer comment il va faire de telle sorte que ces situations-là soient gérées, peut-être en laissant un petit quelque chose. Pourquoi pas de dire, bon, je souhaiterais, dans un testament, que les loyers, prévoit une petite rente viagère à mon oncle, au décès de mon père qui s'occupait de moi, qui m'a aidé à aller à l'école, voulu verser une rente de 100 000 francs jusqu'à sa mort. Pour quelqu'un qui a laissé une grosse fortune, ce n'est pas grand-chose. Mais cette disposition déjà permet d'apaiser. Quand l'oncle sait que son fils ou son neveu qui s'occupait de lui n'est plus, mais qu'il a prévu des dispositions pour que les enfants continuent à lui envoyer sa petite enveloppe qu'il recevait, ça évite les tensions. Oui. Voilà, donc il faut le prendre dans un contexte sociologique. Voilà. Donc la succession, ce n'est pas simplement la famille nucléaire. Quand la personne a la famille, c'est à lui de voir comment il va gérer les tensions. Mais ça ne veut pas dire que forcément, je ne dis pas qu'il faut prévoir forcément quelque chose pour cette famille-là. Mais si vous laissez des pères et mères, vous ne pouvez pas laisser la loi agir seule et les priver de ressources. Ouais. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Moralement, vous ne pouvez pas le faire. Parce que vos enfants, je dirais nos enfants, ils sont élevés dans une autre culture. Ils vivent en Europe. Ils vivent ici. Et quand la succession arrive, on fait le partage. Bon, les grands-parents, bon, peut-être ils n'y vont jamais au village. Bon. Vous pensez que quand il y a un problème, c'est eux qui vont aller envoyer l'argent? Alors que vous étiez peut-être en ce moment-là le seul de la famille qui avait des ressources pour faire cela. Donc, il faut anticiper. Donc, merci maître. On comprend qu'en Afrique, on est dans un contexte d'une certaine dualité. Il y a, c'est vrai, la loi, il y a le côté sociologique et peut-être même le droit coutumier qui coexiste avec le droit civil qui amène cette confusion. Mais ce que je retiens, c'est cette recommandation de tenir compte de ce que nous faisions, de l'esprit de ce que nous voulions laisser. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir clarifier. Si la personne est partie sans clarifier expressément, la femme, les enfants qui restent, ça va être beaucoup plus compliqué. Maître, avant de sortir de là, je voulais d'abord qu'on clarifie déjà, par exemple, le contexte de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la loi prévoit naturellement d'abord pour le conjoint? Parce que je pense qu'il y a souvent une très grande confusion dans le patrimoine. Est-ce que c'est le chef de famille qui dispose de l'ensemble du patrimoine? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières quand quelqu'un est marié, par exemple, sous la communauté des biens ou sous la communauté des acquis, par exemple? Oui, effectivement, on confond souvent la liquidation de la communauté suite au décès de chef de famille. C'est vrai que la notion de chef de famille n'est plus usitée depuis la réforme de 2019, mais même si elle n'est plus usitée, dans nos réalités sociologiques, il y a toujours un chef de famille. Même si la loi dit les deux sont chefs de famille, dans nos réalités sociologiques, il y a toujours un chef de famille et c'est le père qui prend les décisions. Ça, c'est une réalité sociologique. Je n'ai pas parlé de réalité juridique, hein, oui, où les deux prennent la décision, mais en général, sociologiquement, c'est le père de famille qui donne le tempo et puis tout le monde marche dessus. Alors, que prévoit la loi en cas de décès? On va faire très simple. Les époux sont mariés sous le régime de la communauté ou de la séparation, ou par un contrat de mariage. Avant qu'on parle de succession en cas de décès des chefs de famille, il faut d'abord régler la question du patrimoine qui a été constitué.
avant même qu'on parle de succession, il faut régler la question du patrimoine qui a été constitué du vivant de l'un des époux qui est décédé. Donc, on va regarder maintenant leur régime. S'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, cela suppose que chacun d'entre eux a conservé les biens qu'il a acquis durant cette vie conjugale. En ce moment, il faut séparer ces biens. Mais à côté, il y a des biens aussi, même si vous êtes sous le régime de la séparation, vous pouvez avoir des biens en commun. Vous pouvez acheter une maison en commun. Vous pouvez créer une entreprise en commun. Donc, il faut liquider cette communauté-là. Et quand elle est liquidée, la part qui revient à l'époux décédé, c'est à ce moment-là qu'on va chercher qui sont ses héritiers. L'héritage ne concerne que le bien qui revient au défunt. Donc, on suppose qu'on a liquidé la communauté. Ils sont sous le régime de la communauté. On a divisé la moitié pour l'épouse et la moitié pour l'époux qui est décédé. Si c'est sous la séparation, on a séparé ces biens qui sont réellement sous la séparation et les biens peut-être qu'ils ont acquis ensemble, si il y en a. Maintenant, on va partir par un jugement d'hérédité pour déterminer quels sont ces héritiers. Et ce sont ces héritiers maintenant à qui on va repartir ces biens. Alors, depuis la réforme de la loi de 2019, le conjoint survivant est considéré comme un héritier. Et la loi a fixé sa quote-part à 25% des biens du conjoint. Alors, si les époux sont sur la communauté, je vais vous faire un exemple. On a évalué la masse des biens qui fait 100 millions. Donc, 50%, 50 millions pour l'époux, 50% pour l'époux. On part maintenant dans la succession. On dit, le conjoint survivant 25%, donc 25% de 50 millions qu'on va donner à l'épouse. Ça peut être à l'époux, hein, mais comme je dis, on va prendre cet exemple-là. Voilà. Et le reste va repartir entre tous ses enfants. C'est-à-dire les enfants qu'il a eus avec son épouse et les enfants qu'il a eus avant de se marier. L'ensemble de ses enfants. 50%. Non. 75%. Il va rester... Non, il ne reste pas 50%. Parce que dans les 50%, on a enlevé déjà 25%. Oui, dans les 50%. Dans les 50 millions, on enlève 25%. Voilà. OK. Et le reste, maintenant, on partage entre les enfants. Donc, finalement, dans la communauté, l'époux qui survit a 75% de l'ensemble du patrimoine. Et les enfants ont 25% de l'ensemble du patrimoine. Je vois que quelqu'un a secoué la tête, effectivement. Dans la pratique, quand nous réglons les successions, j'avoue que cette disposition est source de tensions, de conflits énormes. Parce que l'époux survivant, si c'est la femme, elle a 75% du patrimoine. Et ce patrimoine-là touche les biens propres que le monsieur avait avant de se marier. Parce que la loi dit l'ensemble du patrimoine. Donc, on ne fait plus de distinction de biens propres. Les biens que la personne a avant de se marier, à son décès, ces biens-là entrent dans son patrimoine. Et donc, l'époux a droit aussi à cela. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cela qui montre la difficulté. Le monsieur a hérité de son père des plantations au village. Il a reparti ses plantations entre ses frères et sœurs. Lui, il a hérité peut-être de 10 hectares dans le village de son père. Ou même de 100 hectares de palmiers. Il décède dans la répartition. Vous savez que son épouse a 25% du champ de palmiers qui est dans son village. Vous avez vu le conflit qui va se poser avec les frères et sœurs de ce monsieur-là? Mais parce que la loi dit, c'est ce montant-là qu'elle doit hériter.
Donc, dans le cas de la communauté, il appartient au chef de famille de réguler cela. Après, plus tard, peut-être on va dire. Parce que, supposons que vous avez eu des enfants de plusieurs lits. C'est-à-dire que vous avez eu des enfants avec l'épouse avec laquelle vous êtes marié, mais vous avez eu des enfants avant. Il y aura une grande discrimination entre les enfants. Quoi qu'ils héritent la même portion, mais les enfants de votre épouse avec qui vous vivez, ils vont hériter de votre côté. Et les 75% qui partent à leur mère, plus tard, ils vont hériter de ces 75%. Donc, ce qui fait que la discrimination entre les autres enfants, ils auront eu pratiquement plus de 80% de la succession. Ça fait une discrimination assez importante. Donc, ces choses-là, il faut les corriger. Et on va voir plus tard ce qu'il faut faire. Donc, voilà un peu la répartition du patrimoine. Là. Comme je dis, j'ai fait les choses vraiment simples. C'est pour ça que souvent on dit, ah, quand son mari est décédé, elle a récupéré tous les biens. Non, elle n'a pas récupéré tous les biens. Elle a récupéré ce que la loi lui donnait. C'est-à-dire, si c'était sous le régime de la communauté, la moitié de la communauté, ensuite, les 25% de la succession. Elle n'a pas récupéré tous les biens. Elle a récupéré ce que la loi lui donnait. Et cette loi a été faite, dans le but de la loi, c'était quand les gens étaient mariés sous le régime de la séparation, que ça puisse compenser. Parce qu'un homme d'affaires prospère peut se marier à une femme qui reste à la maison, qui surveille les enfants, qui surveille l'éducation des enfants pendant des années. Et le jour où cet homme d'affaires prospère décède, mais cette épouse-là, parce qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation, elle n'a pas de patrimoine. Donc, elle perd sa qualité de vie. Parce qu'elle n'a plus rien. Les biens sont au nom de son époux qui est un homme d'affaires prospère. Donc, en mettant cette disposition, ça permet, même s'ils sont sous le régime de la séparation, qu'elle ait 25%, je dirais, de la cagnotte pour garder son mode de vie décent. Vous êtes marié milliardaire, vous vivez au golf à Beverly Hills, à son décès, je suis désolé, vous n'allez pas aller vivre derrière, à Bobo derrière. Quoique ceux qui y vivent aussi sont très honorables, mais je veux dire, par les moyens que vous avez, ce n'est pas concevable que vous ayez vécu au golf, vous êtes déplacé dans des grosses voitures, et puis au décès de l'époux, on vous dit, madame, rentrez chez vous avec votre carnet de mariage, et vous n'avez plus droit à quelque chose. Non. La loi a corrigé cela. Ouais. Mais ça fait des graissements dedans aussi. Ouf, je comprends cette question. J'ai vu des réactions dans la salle. Je crois qu'il y aura beaucoup de questions qui viendront sur cette question. Et ça me permet d'aborder un cas que je n'avais pas prévu, mais que je vois aujourd'hui, maître. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent te voir avant de se marier? Et le cas échéant, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes-là avant de s'engager dans cette aventure où personne ne maîtrise en réalité? Enfin, le législateur fixe les règles. Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai eu quelques consultations comme ça. Elles sont gratuites d'ailleurs dans ce sens-là. De personnes qui veulent savoir quel est le régime qu'il faut choisir. Soit le régime de la séparation des biens, soit le régime de la communauté ou un contrat de mariage. On peut faire maintenant un contrat de mariage pour préciser. Alors, je leur ai dit, quelle est votre situation personnelle? Parce que le choix d'un régime dépend de la situation personnelle de chacun. Si vous êtes des jeunes, vous n'avez aucune fortune, vous venez sortir de l'école, vous êtes fonctionnaire ou bien vous êtes salarié, bon, vous pouvez choisir le régime de la communauté pour engranger ensemble un patrimoine. N'est-ce pas? Mais, oui, le régime de la communauté pour engranger ensemble un patrimoine. Parce que vous partez de zéro, je dirais. Bon, si vous n'avez rien, hein, pour faire de façon très triviale, vous avez quoi à partager. Voilà. Mais, supposons que votre épouse est d'une famille très aisée. C'est normal que elle demande à choisir la séparation de biens. Ouais. Ses parents vont lui conseiller subtilement de choisir la séparation de biens. Et nous avons même conseillé dans ces cas-là,
Ça a eu un cas pratique de choisir plutôt la séparation de biens. Pourquoi? Parce que les parents vont lui transférer à leur décès un patrimoine assez important. Et les parents s'attendent à ce que ce patrimoine-là il soit transmis aux enfants de leur fille ou aux enfants de leur fils. Ce patrimoine, ils n'entendent pas le transmettre au conjoint. Donc, la séparation de biens est indiquée dans ce cas-là. Et ça va faire même moins de problèmes sociologiques. Je dis aux jeunes, vous mariez une fille à papa, choisissez la séparation de biens. Ça vous met à l'aise vis-à-vis de vos beaux-parents, que vous ne visez pas leur fortune. Oh, mais c'est vrai. Ça vous met à l'aise de choisir la séparation de biens. C'est pareil aussi que si c'est vous épousez un fils à fortune. Le régime n'a rien à voir avec l'amour et les sentiments. Souvent, les gens confondent. Si vous optez pour la séparation, on estime que vous n'aimez pas votre conjoint. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'amour. Au contraire, c'est un signe d'amour de préserver la fortune de la famille. Voilà ce que je peux dire brièvement sur le choix. Et il faut toujours se renseigner sur le régime qui nous convient. Il faut toujours se renseigner. Merci, maître. Alors, je voudrais rebondir sur le cas spécifique des entrepreneurs, justement. Je comprends qu'il y a un certain type de risques qui sont particuliers au monde des affaires. Est-ce que, dans la pratique, tu observes des sinistres ou des catastrophes qui viennent du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'anticipation? Et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas des précautions qu'on peut prendre, même si on est entrepreneur, au-delà de la séparation, pour empêcher à des créanciers peut-être malveillants de mettre la main sur le patrimoine personnel qui peut se confondre avec le patrimoine familial? Oui, il y a des montages qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Comme je le disais, un entrepreneur, il ne doit pas avoir ça, le secret d'entrepreneur. Tous ses biens en son nom propre. Donc, ce n'est pas possible. Parce que si vous donnez, la banque vous demande une garantie. Vous avez acheté la maison avec votre épouse. Votre épouse va venir signer l'hypothèque. Elle va donner son accord pour la prise de l'hypothèque. Ça ne marche pas, la banque va vendre le bien. Il n'y a rien à faire. Parce que vous êtes sous le régime de la communauté. La banque va poursuivre ensuite sur vos biens personnels. Donc, vous n'avez pas intérêt à préparer ici. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous laissez tout en vos biens, en vos noms personnels? Non plus. Parce que derrière, la banque va toujours vous poursuivre sur vos biens personnels. Donc, vous pouvez trouver un schéma, peut-être mettre vos biens dans une société civile. Voilà. Qui fait de telle sorte que l'ensemble de votre patrimoine n'est pas en votre nom propre. Pour éviter cette situation-là. Après, peut-être on peut voir comment y arriver dans ces cas de société civile-là, pour mettre les biens au nom de la société civile et qu'ils ne soient pas à vos noms propres. Tout à fait. Voilà, je des conseils aux entrepreneurs. Ici, les gens aiment bien dire, bon, cet immeuble-là, c'est à moi. Et il est tout fier, un entrepreneur, de dire, ça, c'est à moi, ces bâtiments sont à moi. Mais non, vous ne verrez jamais des entrepreneurs européens faire cela, avoir des biens en leur nom propre. Non. Ils sont dans des sociétés civiles, des fiducies, etc. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le bon entrepreneur, il organise son insolvabilité personnelle. Je crois qu'on s'est compris. De telle sorte que, quand c'est dur, il puisse se rebondir. Vous pensez que Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, demandez combien de biens sont au nom d'Aliko Dangote au Nigeria et dans le monde entier. Vous verrez peut-être une vieille maison au village, un petit appartement à Abuja, et ainsi de suite. C'est tout. Le reste, ça appartient à des montages juridiques de société. C'est comme ça que ça fonctionne, le monde des affaires. Et j'aime bien ce que Maître dit. Beaucoup de riches disent, en fait, très souvent on dit, les riches, ils n'ont rien à leur nom, mais ils contrôlent tout. La classe moyenne a tout en son nom, mais ne contrôle absolument rien du tout. Parce qu'un petit sinistre, on l'a souvent vu.
un accident personnel qui engage notre responsabilité civile, on saisit automatiquement nos biens. Pourtant, le riche, il est propriétaire de 10 entreprises, il les contrôle toutes, mais c'est des sociétés séparées de son patrimoine personnel. Et ça me permet de rebondir sur une situation qu'on vit et qu'on va vivre de plus en plus aujourd'hui. On a des personnes qui sont liées à plusieurs pays. Avant, on naissait, on grandissait, on mourait en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, on grandit, on est ivoirien, français, canadien, on a plusieurs nationalités. On a un bien en Côte d'Ivoire, on a un bien en France. De plus en plus de familles ont des liens avec plusieurs pays. N'est-ce pas? Double nationalité, enfants vivant à l'étranger, bien situés à l'étranger. Quelles précautions particulières faut-il prendre pour éviter des complications au moment de la succession, dans ces cas qui m'ont l'air, à moi, un peu complexes? Oui, c'est le cas des binationaux. Ça pose le problème des successions internationales. Bien souvent, beaucoup de cadres, ils font des études à l'étranger, ils ont une nationalité, ils reviennent, ils sont entre deux pays, mais ils oublient que les lois sont différentes selon le pays. Si vous avez la nationalité, je prends l'exemple le plus fréquent, la nationalité française. Oui. Voilà, nous sommes dans un pays, les pays de l'Afrique francophone, c'est la première des choses. Bon, il y a un peu qui vont aux États-Unis, au Canada maintenant. La majeure partie, les binationaux, c'est avec la nationalité française, américaine et canadienne. Mais les lois anglo-saxonnes sont différentes des nôtres. Mais quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes américain. Quand vous êtes en France, vous êtes citoyen français. Donc, en cas de décès, c'est la loi. Quelle est la loi applicable? On va vous rattacher au dernier domicile où vous vivez. Si vous avez vos centres d'intérêt, votre domicile en Côte d'Ivoire, c'est votre loi nationale en tant qu'Ivoirien qu'on va vous appliquer. Parce que vous vivez ici, vous êtes juste parti en France, malheureusement vous êtes décédé en France. C'est la loi ivoirienne qu'on va appliquer. Mais pour les biens situés en France, si vous avez acheté un appartement en France, on va appliquer la loi française à cet appartement-là. Étant donné que vous êtes citoyen français, on va appliquer la loi française sur ça. Et si vous avez fait un testament, peut-être que vous êtes parti en France, vous avez fait un testament. Une situation qu'on a vécue dans le temps, un binational, il a fait un testament en Côte d'Ivoire, où il léguait, il n'avait pas d'enfant, il a légué toute sa fortune à son épouse, selon la transmission au dernier survivant. Selon la loi française, c'est possible. Vous n'avez pas d'enfant, avec votre conjoint, vous pouvez léguer l'ensemble du patrimoine au dernier survivant. C'est-à-dire le dernier survivant prend l'ensemble du patrimoine. Il était français, il était ivoirien. Il avait des biens aussi en France. Mais les autres parents ont attaqué ce testament-là, ici, parce qu'ils estiment que la loi ivoirienne ne prévoit pas cette disposition et à défaut d'enfants et d'ascendants, c'est-à-dire de parents, les collatéraux, selon la loi ivoirienne, héritent. C'est-à-dire les frères et sœurs. Les frères et sœurs. Okay. C'est-à-dire les frères et sœurs héritent. C'est la disposition de la loi ivoirienne. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de père et mère, vos frères et sœurs héritent. Ou les descendants d'eux. Donc vous voyez que le fait d'avoir pas tenu compte de cette double nationalité qu'il avait, mais la loi s'est appliquée parfaitement en France. Le conjoint survivant en France hérite de tout. Mais cela ne pouvait pas se faire ici. Donc, pour ceux qui ont une double nationalité, il faut tenir compte de ça quand on fait son testament. Il faut tenir compte de sa situation, de la loi applicable. Et surtout de l'endroit où on a décidé de vivre. Voilà, donc on tenir compte, se faire conseiller utilement pour que quand on veut faire un testament, on en tienne compte. Vous connaissez la fameuse affaire du célèbre chanteur français, Johnny Hallyday. C'est juste une question de... Il est français, il vit en France,
il part aux États-Unis, il fait un testament qui est conforme au droit anglo-saxon, qui n'est pas conforme au droit latin de la France. Bataille juridique. Est-ce que ce testament est valable ou n'est pas valable? On part dans une succession, mais tout simplement parce que il aurait dû se faire mieux conseiller pour éviter cette situation-là. Donc, les binationaux doivent tenir compte de ça aussi. S'ils ont un patrimoine en France ou aux États-Unis, dans un autre pays, ils doivent tenir compte de ça avant de faire une transmission de leur patrimoine. Donc, ce que je retiens, c'est que déjà, si on est binational, c'est une spécificité, il faut bien prendre en compte et se faire accompagner. En plus, si on a du patrimoine dans différentes juridictions, ça rajoute une couche supplémentaire de complexité. Donc, il faut vraiment se rapprocher des professionnels pour bien l'organiser. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont restructurer et même liquider certains patrimoines. Je veux dire, hein, plus on avance. Oui, mais ça demande vraiment de se faire accompagner par des professionnels. Je crois qu'on a touché des sujets quand même assez sensibles aujourd'hui. Maître, pour une personne qui nous écoute ce soir et qui n'a encore rien mis en place, quelle première démarche simple pourrais-tu recommander pour commencer à organiser sa transmission patrimoniale? Les premiers pas, il peut commencer quelque chose de simple. Il peut commencer à faire quoi? 1, 2, 3 choses simples. Je dirais la première chose simple, c'est de commencer à réfléchir à sa situation de famille. Okay. Il faut qu'il réfléchisse à sa situation de famille pour voir quel est l'état de sa famille. Oui, on pense que c'est facile, et pas du tout. L'état de son conjoint, ses enfants, les personnes qu'il a en charge, de voir toute cette responsabilité-là. Et puis, maintenant, il se dit, si demain je ne suis pas là, comment ça va se passer? Parce que c'est ça qu'on ne veut pas envisager. Quand on a réfléchi à toute la première phase, c'est de réfléchir à sa situation de famille. Si demain je ne suis pas là, comment ça va se passer? Quand on a pris conscience de ça, on dit, bon, maintenant, j'ai un inventaire de mes biens, un inventaire de mes projets, et comment je peux structurer cela avec mon conjoint, si je suis marié, pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième pas, comment on va structurer maintenant? Est-ce qu'il faut prévoir une donation, peut-être déjà à des enfants, et puis en garder la jouissance? Ou bien il faut que on prépare déjà un testament? Qu'est-ce qu'on va y mettre? On ne peut pas faire un testament avec les deux conjoints. C'est-à-dire que les deux conjoints ne peuvent pas s'asseoir pour faire un testament et signer ensemble, non. Parce que le testament, c'est après notre décès. Donc, on peut se mettre d'accord pour faire le testament de telle sorte que le testament que j'écris, ça soit aussi le reflet du testament que l'épouse aussi va laisser. Parce qu'on veut peut-être donner un tel bien à tel enfant. Moi, je ne peux que céder ma quote-part du bien de mon vivant. Pour dire, si je ne suis pas là, tel enfant, vous prenez ce bien. Mais je ne suis pas propriétaire entièrement de ce bien, puisque j'ai un conjoint. Le conjoint aussi peut prendre une disposition testamentaire pour dire, ce bien-là, ma quote-part sera cédée à tel enfant. Dans notre disposition, on sait que ce bien va partir à tel enfant. Que l'un ou l'autre parte le premier. On réfléchit à ça. Maintenant, la seconde phase, la troisième phase, peut-être on s'approche d'un professionnel pour dire voici le projet qu'on veut faire, comment être conseillé utilement. Ouais. Comme on l'a dit, on n'attend pas de se sentir malade ou que le médecin nous déclare une maladie incurable pour dire bon, il faut que je commence à réfléchir parce que ça peut arriver demain. Non. Vous savez, aujourd'hui, on meurt à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, 80 ans. L'essentiel, c'est qu'on prévoit la transmission de son patrimoine. Quand on a un patrimoine, il faut prévoir sa transmission. Bon, celui qui est dans la rue LFDF, il n'a pas ce problème. Il n'a pas de patrimoine, donc il n'a pas ce problème. Mais dès lors que vous avez un patrimoine, même si vous avez votre maison, c'est votre seul bien, votre terrain, c'est votre seul bien,
Dites-vous, si demain je ne suis pas là, comment ça va se passer? Dès que vous avez cette réponse-là, vous prenez les dispositions. Très bien, maître. Pour sortir, je voudrais te demander, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser à ces personnes qui repoussent toujours indéfiniment à plus tard? Je vais leur dire, si, quand on aime sa famille, quand on s'est battu toute sa vie pour sa famille, on anticipe ce qui est bien pour sa famille. On ne laisse pas sa famille dans ce désordre-là qui va arriver à coup sûr si vous n'avez pas prévu les choses. Souvent, les parents, ils se disent, bon, l'aîné va s'occuper des autres. Ah, mon aîné, il est bien, lui, il va s'occuper de ses petits frères. Je dis toujours aux parents, vous avez des enfants. Après vous, vous n'avez plus d'enfants, vous avez des adultes, des conjoints qui vont penser à leur famille à eux. Si vous avez 2 enfants, une fille, un garçon, la famille de votre fils, c'est pas sa sœur, c'est sa femme et ses enfants. La famille de votre fille, c'est son mari et ses enfants. C'est une question normale. L'amour fraternel est là. Mais chacun pense d'abord à sa famille là. C'est pas son frère, c'est pas sa sœur. Ça ne veut pas dire que c'est pas sa famille. Mais il va penser d'abord, je mets d'abord à l'abri ma femme et mes enfants. Je mets d'abord à l'abri mon mari et mes enfants. Donc, ce qui fait que si on a prévu, on dit le fils ou l'aîné va s'occuper de ses petits frères, vous voyez en général ce qui se passe. Soit il dilapide toute la fortune et puis les autres ne vont plus à l'école. C'est les difficultés pour eux parce que vous n'avez pas anticipé. Ne laissez pas les désordres s'installer dans votre famille que vous avez mis tant d'amour à bâtir, tant de temps à bâtir votre patrimoine. Si vous ne prévoyez pas les choses, ne vous dites pas que cela va bien se passer. Ça ne se passe jamais bien quand ce n'est pas préparé. Ça, c'est le conseil du notaire. Ça ne se passe jamais bien quand on n'a pas préparé. Tes frères et sœurs de même père, même mère, comme on dit, ça a été les déchirements les plus violents quand on a observé. Donc, l'affaire d'argent, vous n'avez pas en face de vous des enfants. Vous avez en face des adultes qui préservent leurs intérêts. Vous avez vu ce qui se passe dans les grosses fortunes? Quand les patriarches décèdent, c'est des bagarres. Mais vous vous dites, mais ils ont autant d'argent, pourquoi ils se battent? Mais ils se battent parce que les intérêts deviennent différents. Le père ou le chef de famille ou la mère qui cristallisait toutes ces tensions-là n'est plus. Chacun maintenant exprime ses préférences et ses choix. Vous voulez qu'on garde la maison familiale comme un bien familial où les week-ends, on va venir tous se retrouver. Moi, on n'a qu'à vendre, comme on dit. Je vais prendre mon argent parce que moi, je vais aller vivre en Europe. Donc, votre projet de couple familial, là, ça ne m'intéresse pas. Vendons la maison où vous me donnez ma part. Moi, peut-être j'ai prévu, j'ai un terrain avec ma femme, nous, on va aller construire nous-mêmes notre propre maison. Donc, vendons et puis on va prendre notre argent pour aller construire notre maison. À coup familial, là, qu'est-ce que moi je vais faire? Or, peut-être les autres, non, les parents veulent qu'on reste ensemble, gardons ça, le bien familial. Vous voyez que si vous n'avez pas prévu ça, votre famille se déchire. Et c'est ce qui va arriver. Il n'y a aucune famille qui est exemptée de cela. Dans certaines familles, les gens arrivent au dernier moment à apaiser les situations. Ça dépend de l'éducation de chacun. Mais dans certaines familles, ils n'y arrivent pas. Surtout quand ils n'ont pas eu la même éducation, les mêmes moyens. Et remarquez, comme on dit, ceux qui n'ont pas une situation sociale, qui n'ont pas voulu aller à l'école, qui n'ont pas voulu apprendre un métier, qui sont restés au crochet de leurs parents. Ils ont vécu dans la maison familiale. Ils ont même fait des enfants dans la maison familiale. Les parents se sont occupés de ces enfants-là.
Peut-être même ils ont fait un foyer même dans la maison familiale. Au décès des parents, ça ne va jamais bien se passer. Parce que lui, il veut continuer à vivre là. Donc, pour conclure, pour faire simple, si vous ne prévoyez pas maintenant la transmission de votre patrimoine, c'est comme vous mettez votre famille dans une barque sous l'océan et puis vous ne leur donnez pas de boussole. Ouais. Merci, maître. C'est une très belle conclusion, une façon bien résumée de sortir de là, en attirant l'attention sur les risques qu'il y a en tant que chef de famille. On le disait, les enfants parfois semblent unis quand le patriarche vit. Une fois qu'il est parti, tout le monde se lâche. Et justement, s'il n'a pas pu organiser ça avant, ça va être compliqué. Alors, dernière question, maître. Quelle est la question que les familles devraient poser un peu plus souvent aux notaires, mais qu'ils ne font jamais? Alors, je dis toujours, on explique à son notaire ce qu'on ne dit pas à sa femme ou à son mari. On explique à son notaire ce qu'on ne dit pas à sa femme ou à son mari. C'est-à-dire de donner sa situation personnelle pour que le notaire vous conseille pour gérer une situation de famille personnelle. Parce que la personne peut faire une assurance vie, par exemple, pour régler un problème. L'assurance vie échappe à la succession. Ça permet de régler un problème. Mais s'il n'a pas expliqué sa situation à son notaire, c'est pour cela que je conseille toujours aux gens de faire un testament authentique, c'est-à-dire un testament fait par un notaire, que plutôt de faire un testament holographe. Parce que le testament holographe, vous l'écrivez, vous le déposez chez un notaire, vous le fermez. Mais la difficulté, c'est que comme vous n'êtes pas des praticiens du droit, vous pouvez avoir peut-être pris des dispositions qui ne sont pas conformes ou applicables par la loi. Donc, quand vous faites un testament authentique, vous dites au notaire ce que vous voulez, il écrit, vous le lit, c'est simple, et puis vous le signez en présence de 2 notaires. On ne va plus au tribunal pour faire cela, question de discrétion. Donc, vous le signez, et ce testament authentique ne peut pas être mis en cause pour n'importe quel mobile, si ce n'est pas que n'est pas conforme à la loi. Mais comme vous avez vu un praticien, ce testament-là sera conforme à la loi, il ne pourra pas être mis en cause. Simplement pour ça. Donc voilà le conseil que je peux donner à chaque chef de famille ou chaque conjoint qui réfléchit un peu à ce qui va se passer demain. Ne dites-vous pas que c'est trop tôt. Ce n'est jamais trop tôt. Si vous avez hésité sur une seule de ces affirmations-là, ça veut dire qu'on a déjà un problème pour commencer à organiser, structurer, documenter avant de pouvoir justement transmettre. Et nous sommes venus ce soir pour la première émission de Patrimoine 365 Live. Mais au-delà de cette rencontre, cet échange exclusif, nous avons travaillé pour avoir une infrastructure patrimoniale derrière qui peut déjà permettre aux gens de faire ce premier pas, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'on appelle Patrimoine 365. Globalement, dans cette application-là que nous avons, qui est une application hébergée dans notre plateforme d'Akenzen Money, on a une section, premièrement, tout à l'heure, Maître le disait, le premier point, c'est de savoir sa situation. Ensuite, faire l'inventaire patrimonial. Le premier élément nous permet de dire clairement quel est mon patrimoine. Le deuxième élément, c'est quels sont les documents qui permettent justement de montrer que ce patrimoine-là existe. On a un module qu'on appelle Héritage 365 qui permet c'est un coffre-fort familial, un coffre-fort numérique. Voilà. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je cherchais un document, je cherchais mon passeport par exemple, et j'étais hors de la maison, c'était dans l'urgence, je devais l'envoyer à quelqu'un. Et je fouille dans mon téléphone, je ne vois pas. Je fouille dans tous les emails depuis les 5 dernières années, je ne vois pas. Il était dans mon ordinateur. Mais malheureusement, j'étais à l'extérieur. Je me suis dit, et si quelque chose m'arrivait? Alors que peut-être maintenant, je peux le mettre dans une infrastructure numérique et peut-être permettre de créer une succession numérique aussi derrière. Et là également, il y a un module qu'on appelle transmission qui nous permet de formaliser nos intentions. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on nous permet de structurer la réflexion qu'il faut déjà faire pour bien préparer tout ce qu'on fait avant d'aller maintenant après vers les professionnels. Naturellement, on peut avoir un score qui va nous dire quelles sont les vulnérabilités aujourd'hui dans notre patrimoine, dans la préparation.
Et on a un cadran qui nous dit exactement voici où on est. Peut-être qu'on a un patrimoine important, mais qui reste encore très vulnérable. Donc, on a mis vraiment un écosystème qui nous permet de noter ça et arriver à ce niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis un espace familial où on commence à construire ensemble. On a souvent l'impression que la gestion du patrimoine, c'est un sport solo. Mais on a prévu que l'homme puisse effectivement le faire, mais qu'il puisse inviter son conjoint à le rejoindre dans cet espace-là, avec des droits particuliers qui donnera peut-être maintenant, voilà, pour permettre d'avoir accès à ces informations. Si on n'était plus là, bon, voilà, si ça se présente comme ça, si on rentre dans l'application, c'est ce qu'on va trouver. Préparez aujourd'hui la continuité de votre famille et de votre patrimoine. Donc, pour éviter tous ces conflits dont nous avons parlé aujourd'hui, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est hébergé dans la plateforme. On vous donne aussi les bases théoriques, par exemple, des vidéos explicatives qui vont permettre de comprendre la théorie sur la protection patrimoniale avant d'arriver à l'application. Vous voyez, par exemple, une section comme ça, où on arrive dans l'application, où vous dit vous êtes préparé seulement à 13%. Est-ce que vous avez pu renseigner vos documents d'identité, votre statut? On a vu la complexité qu'on a ici quand on est marié ou pas. Est-ce qu'il y a une cartographie familiale? Est-ce qu'on a des couples recomposés? Est-ce qu'on a des enfants à l'intérieur et à l'extérieur? Une introspection. Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'on veut vraiment passer à la famille? Les héritiers, est-ce qu'on les a désignés? Est-ce qu'on a prévu un exécuteur testamentaire? Est-ce qu'on a par exemple désigné un notaire? Et est-ce qu'on a choisi d'authentifier le testament qu'on a fait? Ça nous aide à préparer. Mais tel que tout à l'heure, Maître le disait, on a deux formes de testament. Il peut être un testament holographe, on l'écrit complètement à la main, ou bien on l'authentifie pour éviter toute discussion. Et donc, la loi ivoirienne est très claire, on l'authentifie devant deux notaires. Mais on prépare tout dans la plateforme, on envoie au notaire dans la plateforme, il peut planifier un rendez-vous parce qu'il faut que lui soit présent avec un second notaire le jour de l'authentification. Par exemple, tout ça peut se faire dans la plateforme, on le fait, on transmet, il voit, il revoit, il prépare avant qu'on arrive. Dans la pratique aujourd'hui, les gens débarquent chez le notaire, je veux faire un testament. Nous-mêmes, on n'a pas pris le temps de structurer notre pensée, de savoir ce que nous voulons réellement. Donc, par exemple, vous voyez là, voilà tout l'espace qui nous permet de le faire. Il y a une première section qui nous fait faire vraiment l'introspection guidée. Quelles sont vos intentions? Et on a injecté l'IA qui nous permet de structurer comment clarifier nos intentions. Et après, on rédige le testament en 8 sections précises pour préparer quelque chose de solide et faciliter la tâche, en fait, à chaque personne de se préparer. Il y a un message clair à la famille et beaucoup de discussions viennent sur le fait que non, mon père n'a pas dit ça. Donc, dans l'application, on a prévu qu'on puisse avoir un message écrit et un message vidéo qui est embarqué et conservé sur la plateforme, qui demain sera relâché à certaines conditions à la famille. Et on peut partager avec le notaire et on peut avoir une synthèse IA qui finalise tout, consolide le document avant d'avancer. Donc, vous voyez les différentes rubriques. Il y a l'introspection, il y a le testament lui-même, il y a le message à la famille, il y a les contacts d'urgence qui peuvent être le notaire ou des enfants ou des personnes qui vont porter ce patrimoine. On peut avoir 1, 2, 3 personnes. Ça veut dire qu'on n'aura plus l'occasion de dire il y a des notaires qui ont falsifié le testament. Peut-être parce qu'un jour, un notaire a fait ça, on met tout le monde dans le même panier. Dans cette application, on peut mettre à la fois le notaire et 1 ou 2 personnes de confiance. Et nous, on préconise qu'il y ait idéalement peut-être même 3 personnes de confiance. Et ici, maintenant, on va pouvoir déclencher la succession. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une succession numérique. Ça veut dire quoi? Le problème qui se passe, c'est que du jour au lendemain, on disparaît. Moi, je parle avec beaucoup d'hommes, des hommes surtout qui sont les chefs de famille. Tous me disent, je ne suis pas sûr que pour l'instant, j'ai envie de tout dire à 100% à mon épouse. C'est vrai. Maintenant, je leur pose la question. Si quelque chose vous arrivait ce soir, est-ce que vous voulez que votre épouse sache tout? Ils me disent absolument. 100% disent, en fait, c'est leur élément de souveraineté. Mais ils tous disent, s'ils partent, il vaut mieux qu'elle sache tout. Le problème souvent, c'est qu'ils partent avec un secret. Il a 5 terrains, la femme connaît 3, et un ami qui connaît les 2 autres. Il reste tranquille. Il va utiliser, demain il va fabriquer des faux documents pour les prendre. La solution que nous apportons ici, c'est de dire documentez tout et vos bénéficiaires, par exemple, auront un accès numérique. Si vous faites un certain temps sans vous connecter à la plateforme, ça déclenche votre succession. Et ça envoie un message à vos personnes de confiance pour dire on n'a pas vu telle personne depuis. Si vous êtes arrivé à quelque chose, ils vont donc fournir les éléments juridiques, certificat de décès. L'équipe juridique va analyser, peut-être même avec l'aide du notaire. Et si on valide tout, on déclenche dans la succession numérique et les personnes nous sont notifiées, tous les documents sont à leur portée. Ça veut dire tout ce que vous avez classé avant, bien constitué et bien conservé dans un coffre numérique. Là, maintenant, ça pourra être mis à disposition de la famille après un certain temps. Idéalement, par défaut, dans la plateforme, on a planifié 90 jours, mais vous pouvez dire 30 jours après, 60 jours, 120 jours, jusqu'à 365 jours. Et après, quand on a reçu le document, on peut aussi programmer que 7 jours après, libérer les documents, ou bien 15 jours après, ou le temps que vous voulez après. Donc, voilà. Alors, ici, je voulais juste vous faire une toute petite démo ici. Par exemple, quand on dit clarifier vos intentions, vous êtes seul dans votre coin en train de réfléchir, vous posez la question,
si je devais quitter ce monde demain, qu'est-ce que je voudrais laisser comme héritage humain? C'est-à-dire, ce n'est pas le patrimoine. Qu'est-ce que je voudrais laisser comme message? Et vous allez vous dire, parfois, je ne sais pas comment aborder cette question. Moi, je réponds aux questions que je me posais, je n'avais pas de réponse. J'ai dit, si je résous ça pour moi, je résous ça pour 100 autres personnes. Quand une personne décède, elle n'est plus vivante. Donc, comme elle n'est plus vivante, son patrimoine est transmis à ses ayants droit. Donc, à partir de là, les enfants, les ayants droit, les héritiers, deviennent les propriétaires de ce patrimoine-là. Vous ne pouvez pas leur interdire de vendre ou de ne pas vendre ce qui leur appartient. Vous voyez? Donc, la loi ne prévoit pas cela. Vous pouvez peut-être mettre des conditions d'exercice de la possession. Peut-être demander que ce patrimoine rentre en indivision dans un premier temps. Les gens vont gérer l'indivision qui ne dépasse pas 2 ans d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas mettre des conditions de dire ne vendez pas ce bien ou vendez ce bien-là. Non, c'est plus possible. C'est pour cela, on dit le testament, c'est votre dernière volonté. Donc votre dernière volonté, là, c'est ce que vous avez écrit. C'est la dernière volonté. Je veux que ça soit transmis à telle personne, c'est fini, c'est la dernière volonté. On considère que le fait qu'ils ne vendent ou ne vendent pas, c'est plus votre volonté. Voilà, je dis ça de façon simple comme ça, pour que vous compreniez qu'en fait, dès lors que vous êtes décédé, vous n'avez plus de volonté. Donc, et votre patrimoine est transmis à vos héritiers, vous ne pouvez pas y mettre des conditions d'exercice de ce qui leur appartient. C'est vrai, c'est malheureux, mais il y a d'autres dispositions, par exemple. Un cas pratique, la personne a un seul enfant. Et j'ai vu ce cas-là. Une mère de famille qui avait un seul enfant, une fille. Mais cette fille avait une vie tellement, je dirais, hors des normes pour être agréable, hors des codes de la morale, que la mère s'est dit, quand je mourrai, c'est sûr que la première des choses qu'elle va faire, elle va vendre le bien et continuer dans son addiction. Mais cette fille avec un enfant, donc elle avait une petite fille. Donc je lui ai dit, mais pour atteindre votre but, c'est que vous allez donner votre fille, qui est votre enfant unique, donc qui a la possession du bien, vous allez lui donner la nue propriété. Et puis, vous allez donner à votre petite fille la jouissance du bien. Ce qui fait qu'elle ne peut pas vendre ce bien-là tant que l'enfant est mineur. Parce que les deux deviennent propriétaires du bien. Donc ça l'évite de vendre, parce que pour vendre, elle va devoir peut-être demander l'autorisation du juge qui va estimer que vous ne pouvez pas vendre, puisque votre enfant est propriétaire d'une partie du bien. Et donc par ces mécanismes-là, on peut arriver à cela. Peut-être que ce que vous voulez, c'est qu'ils aient ce bien-là en patrimoine. Mais dans ce cas de votre vivant, faites passer ce bien-là dans une SCI où tous, ils ont une quote-part de la SCI. Et la SCI, vous la créez en mettant des clauses. Les associés ne peuvent vendre qu'entre associés uniquement. Vous écartez même les conjoints. Les associés ne peuvent vendre uniquement qu'entre eux. Et les parts ne sont pas transmissibles aux conjoints. Ce qui fait que cet enfant-là, il ne peut pas vendre ses parts même à sa femme ou à son mari. S'il veut vendre, il vend sa part à son frère ou à sa sœur. C'est un bien de famille. Si tu veux avoir ta part, tu ne peux que vendre à tes frères et sœurs. Ce qui fait que le bien reste en famille, votre volonté est respectée, parce que vous voulez que ces biens-là ne soient pas vendus. Donc, ils sont dans une société civile,
chacun des parts, il est obligé d'avoir l'accord des autres pour vendre. Et s'il veut sortir, les autres achètent sa part. Vous avez atteint le même but, mais par d'autres voies différentes. Je suis chef d'entreprise. Dans mon entreprise, j'ai des actionnaires ou des associés. Et parmi ces associés, il y en a un qui décède. Moi, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que je me prépare? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les bonnes pratiques? Et concrètement, une fois que ces événements arrivent, comment est-ce que ça se passe? À quel moment ça impacte l'entreprise? Ou est-ce que ça impacte l'entreprise? Voilà ce que je voudrais savoir. Parce que bien souvent, l'associé unique, il s'est fait désigner gérant. C'est lui qui a les signatures des comptes. Et quand il décède, tout s'arrête. Parce que d'abord, il va falloir qu'on retrouve les héritiers pour faire une assemblée générale, pour désigner rapidement un gérant intérimaire, en attendant même que la succession se règle. Et c'est en ce moment-là que les batailles et les coups de couteau commencent à sortir. Pour dire vrai. Parce que c'est en ce moment-là que tout le monde veut contrôler la société. Le patriarche n'est plus là. Tout le monde veut contrôler la société. Il n'a pas prévu la transmission. Il n'a pas mis un enfant juste derrière, qu'il n'a pas préparé à reprendre la société. Donc tous les héritiers se disent, moi je peux devenir calife après le calife. Et quand c'est comme ça, en général, la société, c'est des bagarres. Donc quand vous êtes associé unique, votre entreprise a pris de la valeur, soit vous changez de régime, vous désignez un gérant ou un directeur général, et puis peut-être vous êtes PCA, ce qui permet à la société de continuer à vivre. Mais quand vous êtes le gérant, vous n'êtes plus là. Les comptes ne peuvent pas être signés. Les salaires même ne peuvent pas être payés, puisque c'est vous qui avez la signature. Tout est bloqué. Donc, on comprend qu'il faut préparer aussi, en tant que chef de famille et chef d'entreprise, la transmission de son entreprise. Peut-être si les enfants ne sont pas prêts, mais déjà dans la gestion quotidienne, ne soyez pas l'homme à tout faire de votre entreprise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une bonne méthode. Si vous avez du business qui marche, désignez un gérant, contrôlez ce gérant-là. Si vous n'êtes pas là, le gérant continue. Vous pouvez avoir des cartons, des signatures, etc. Mais au moins, la société continue. Mais quand c'est une société unipersonnelle, un associé unique, je ne parle pas d'entreprise individuelle. Ça, ces commerçants, ce n'est pas les entreprises. Mais là, il faut désigner de telle sorte que vous ne soyez pas l'homme à tout faire. Vous désignez un gérant et puis vous êtes l'associé qui contrôle. Ça permet d'éviter ces situations-là quand le gérant et en même temps l'associé unique, malheureusement, vient à disparaître. Mais je voulais vous lancer un peu cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux à ce niveau-là? Surtout dans le sens de la succession. Quand on parle de la liquidation de la succession, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux formes de sociétés? Oui, je dirais, les sociétés de capitaux, il n'y a plus de problème. Parce que déjà, c'est des entreprises qui sont déjà organisées, le DG n'est pas là, il y a déjà quelqu'un qui prend la relève, etc. Le conseil d'administration se réunit, on nomme un nouveau DG. L'entreprise continue. Mais les entreprises de personnes, quand vous êtes seul, quand vous êtes plusieurs associés, si vous êtes deux associés, automatiquement, l'associé unique qui est là, il prend la relève. Ça ne se pose pas de problème. Il prend la relève, il signe les cartons de signature. En entendant que vos héritiers arrivent, il continue la société. Même si vous êtes trois associés, un décède, les deux associés, si vous étiez le gérant, les deux associés automatiquement, le même jour, font un PV de nomination de nouveau gérant. Automatiquement, ils continuent. Oui. Mais quand vous êtes seul, associé unique, c'est là que viennent les problèmes. Alors, mais dans la pratique, on voit beaucoup de cas où les ayants droit d'un actionnaire pensent automatiquement avoir un droit de gestion dans l'entreprise, parce que c'est deux choses différentes. Et on en a vu à la banque, on le voit au quotidien.
on a une SAS, on a une SA, il y a quelqu'un qui est actionnaire, votre père peut-être a des actions, ce n'est pas lui le dirigeant principal. S'il décède, vous allez simplement être ceux qui viennent à l'Assemblée générale répondre de ces actions. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de venir automatiquement au conseil d'administration, bien demander à changer le dirigeant de l'entreprise. On a souvent vu cette confusion dans la pratique. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, effectivement, on le vit souvent. Mais je dirais, c'est la méconnaissance aussi du droit. Parce que ces situations-là sont déjà prévues dans les statuts. Les statuts de société prévoient le décès d'un associé. Même si votre père était l'associé majoritaire, qu'il décède, vous ne pouvez pas venir fermer l'entreprise pour dire que la tête du gérant ou du directeur général ne vous plaît plus. Non, vous ne pouvez pas. C'est une voie de fait, si vous le faites. C'est pénal. Et souvent, les gens arrivent, ils prennent les clés. Bon, notre père est majoritaire. Non. En général, les statuts prévoient que les héritiers sont représentés par une seule personne pour éviter cette cacophonie-là. C'est prévu. On dit les héritiers sont représentés à l'Assemblée par un seul représentant. Donc, si vous avez des problèmes de famille, vous allez vous mettre d'accord pour qu'un seul représentant vienne parler en votre nom. Pour éviter ce type de situation-là. Vous ne pouvez pas changer le directeur général parce que votre père est majoritaire. Non, vous convoquez une assemblée générale et comme vous êtes majoritaire, votre voix va compter. Mais vous ne venez pas pour dire, bon, il y a longtemps que ta tête ne me plaît pas, là. Et puis à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis le directeur général. Non. Si c'est une société par action, bon, il faut partir dans un vote. Et en général, il faut prévoir ça dans les clauses des statuts. Il faut le prévoir. Je voulais savoir, et puis si vous pouvez revenir sur les pourcentages que vous avez donnés par rapport à la succession. Succession et transmission, en fait, on transmet son patrimoine dans le cadre d'une succession. Quand la personne est décédée, son patrimoine va être transmis dans le cadre d'une succession. Donc, c'est quand la succession s'ouvre qu'on va transmettre le patrimoine. Et c'est là qu'on va voir quelles sont les règles qui sont applicables. En présence d'enfants, en présence de conjoints, en présence de frères et sœurs, en présence de père et mère. La loi a prévu toute cette situation-là. Comme je l'ai dit, je vais vous faire l'économie de tous ces tests-là. La loi a prévu toute cette situation-là. Quand vous me parlez de pourcentage, je pense que vous parlez pas de la succession, mais de la liquidation de la communauté. Parce que si vous êtes sous le régime de la communauté, la loi dit, vous avez la moitié et votre conjoint a la moitié. Donc, en cas de décès de cette personne-là, la moitié part d'abord à son conjoint et l'autre moitié lui revient. On liquide d'abord la communauté avant de régler la succession. Mais les deux choses se font concomitamment. Mais on liquide d'abord la communauté. Parce que si on ne connaît pas les héritiers de la personne, on peut liquider la communauté. L'épouse survivante prend sa part et puis maintenant, le mari, on va chercher ses enfants. Il peut y avoir des enfants qui sont déclarés, ceux qui ne sont pas déclarés, on ne sait pas. C'est maintenant qu'on va chercher quels sont tous ces héritiers. C'est en ce moment-là qu'on cherche les héritiers. Donc, c'est deux choses différentes. La liquidation de la communauté et puis la liquidation de la succession. Ça se fait concomitamment, mais il y a une phase. La première phase, c'est la communauté d'abord. On partage les biens, et c'est ce qui vous revient au survivant qu'on partage uniquement à ses héritiers. Puisqu'on peut établir un testament pendant qu'on est vivant, est-ce que la loi a fixé une limite pour ne pas que certains enfants sentent qu'ils sont totalement déshérités ou bien défavorisés par rapport aux autres? Merci. Alors, je vais répondre d'abord par la dernière préoccupation. Le testament permet de discriminer dans la transmission de son patrimoine. C'est là le sens du testament. Ça permet de discriminer la situation entre ses propres enfants. On ne peut pas déshériter un enfant. La loi dit pour déshériter un enfant, il faut des conditions spécifiques qui sont prévues par la loi. Injure grave, attentat à votre vie, etc. Pour que vous puissiez le déshériter. Voilà. Ce qui veut dire que si votre enfant passe son temps dans la rue
à vous insulter, à vous traiter de tous les noms et que tout le monde sait véritablement, bon, c'est des injures graves. Vous faites un constat, vous le déshéritez. Si votre enfant a attenté à votre vie, il a cherché à vous empoisonner, même il a payé des gens pour mettre fin à votre vie. Bon, pourquoi je vais lui transmettre? Je suis libre, absolument la déshérité. La loi a prévu ces cas-là. Et le testament permet de discriminer. On dit, je ne peux pas te déshériter quand tu n'es pas dans une situation, une cause où on peut déshériter. Mais on ne dit pas que je dois te donner la même chose. J'ai 2 enfants, j'ai 100 millions, mais je donne 90 millions à un enfant et puis je te donne 10 millions, ou même 95 millions et puis 5 millions. Je n'étais pas déshérité. Mais j'estime que comme tu t'es jamais bien comporté, tu n'as jamais fait ce que je voulais, c'est-à-dire aller à l'école, tu as été toujours le voyou là, tu m'as toujours créé des problèmes, tu es toujours en prison, je vais te sortir. Lui là, c'est pas la peine. Je ne peux pas le déshériter, je lui donne un peu pour qu'il vive. Mais le reste de mon patrimoine, je n'ai pas envie que qu'il prenne pour acheter de la drogue ou d'autres choses, parce que chaque parent connaît ses enfants. Il dit ça sert à rien, lui là. Mais il ne peut pas le déshériter. Mais je distribue ma fortune comme je le veux aux autres. Parce que j'estime qu'ils se sont montrés respectueux envers moi. Je leur donne. Parce que n'oubliez pas qu'on transmet sa fortune. Et on est libre de le faire comme on veut. Il n'y a aucune loi qui dit que vous devez laisser un héritage. Ça, je le dis souvent aux parents par boutade. Il n'y a pas de loi qui dit que vous devez, chacun d'entre nous doit laisser un héritage. Il n'y a pas de loi, ça n'existe pas. La loi dit simplement, quand vous avez un enfant mineur, vous devez prendre soin de lui, le mettre à l'école, payer ses soins jusqu'à un certain âge. S'il est encore sur vous, jusqu'à, je pense, à 25 ans, vous devez pourvoir ses aliments uniquement. C'est toute votre obligation. Donc, vous pouvez dépenser votre argent. Moi, je décide de dépenser mon argent. De ne pas laisser d'héritage. Mais c'est mon droit, c'est ma fortune. On ne dira pas que je suis un mauvais père. Et je dis aux parents, la meilleure fortune que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Quand un enfant est bien éduqué, cet enfant-là, il réussit toujours dans sa vie. C'est une parole de notaire. J'ai eu à liquider des situations où j'ai distribué des millions à des enfants. Quelques temps après, quelques années après, ils vous voient, mais tu ne peux pas me donner 5 000 francs pour payer mon transport. Quelqu'un peut-être qui a reçu 30, 40, 50 millions au bout de quelques années. Mais pour certains, quand ils vous voient, ah, mais je suis content de vous voir. Non, je vous paye un champagne. Ou bien, maître, vraiment, tenez ça pour... C'est-à-dire, en fait, vous êtes heureux qu'il se soit servi de ce qu'il a reçu de ses parents pour ajouter et arriver à une situation sociale. Vous en êtes fiers pour lui. Parce que, effectivement, il ne l'a pas dilapidé. Donc, c'est ça, à ça que vous devez préparer les enfants. Sinon, vous allez les laisser un patrimoine d'1 milliard s'il n'a pas reçu la bonne éducation. Dans les années qui suivent, il n'aura pas un sou. C'est une réalité qu'on vit. Donc, ce que vous transmettez à vos enfants, là, c'est d'abord une bonne éducation. Le reste, il va la bâtir lui-même tout seul, parce qu'il a reçu une bonne éducation. On termine par une très belle pensée. La meilleure chose à transmettre aux enfants, c'est l'éducation. Donc, mettons l'accent pour construire le patrimoine, et mettons 2 fois plus d'accent pour transmettre les valeurs et l'éducation à nos enfants. Merci encore, Maître, d'avoir pris ce temps-là. Voilà, vraiment, merci. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce point, ça me donne une information sur vous. Vous êtes le type de personne qui fait partie des 1% de ceux qui passent effectivement à l'action. Vous ne vous contentez pas de regarder. Et pour vous accompagner dans le passage à l'action, je vous propose de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien dans la description pour démarrer immédiatement votre diagnostic gratuit de sérénité patrimoniale.
Faites-le et je vous retrouverai de l'autre côté.